Voici les dernières nouvelles sur la situation et la libération des otages en Israël dans le cadre de l'émission Boots on the Ground. La première phase de l'accord est en cours. Des véhicules de la Croix-Rouge se sont rendus à un point de rassemblement dans la bande de Gaza où ils ont récupéré les 3 otages israéliens du Hamas et les ont ramenés en Israël. Je dois dire que voir la foule gazaoui applaudir et célébrer à la vue des 3 jeunes femmes qui ont enduré des souffrances inimaginables est déchirant et exaspérant. Malheureusement, cela nous rappelle à qui nous avons affaire et cependant notre responsabilité a prévalu. Romy, Émilie et Doron ont été libérés de la captivité du Hamas après 471 jours d'enfer dans la bande de Gaza. Elles sont en route vers la liberté, en route vers le territoire israélien après plus de 13 mois de captivité. Romy Gonen, Émilie Damari et Doron Steinberer ont été vus marchant sur leurs 2 pieds, entourés de milliers de personnes, y compris des militants armés, dans une horrible démonstration du Hamas. Tsahal a autorisé les mères à rencontrer leurs filles libérées dans des centres de réception avancés avant même leur arrivée dans les hôpitaux. Le Hamas s'est mis en scène devant les caméras, une démonstration de force ridicule au point de collecte des otages qui montre exactement à qui nous avons affaire. Par ailleurs, une 50aine de prisonniers sont attendus aujourd'hui en Cisjordanie. L'armée prévoit des mesures strictes pour prévenir les attaques terroristes. L'autorité palestinienne tentera d'empêcher les célébrations à grande échelle et le déploiement des drapeaux du Hamas et du djihad islamique. L'accord de cessez-le-feu à Gaza et l'accord sur la libération des otages sont en cours et voici comment se déroulera la première journée. Le gouvernement a approuvé l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas et le retour des otages israéliens qui sont en captivité depuis 471 jours. La libération se fera progressivement. Le Hamas a soumis une liste de noms d'otages et comme prévu, il pourrait y avoir des perturbations de la part du Hamas, des célébrations et des marches avant la libération des terroristes des prisons israéliennes. Juste avant le début du cessez-le-feu, plusieurs opérations critiques ont été menées et nous vous en donnerons les détails. L'armée israélienne se prépare au cessez-le-feu en renforçant son état de préparation dans tous les secteurs. La bande de Gaza a été divisée en 3 lignes de défense et l'armée de l'air, qui est en état d'alerte, inflige des dommages aux infrastructures du Hamas. Le ministère de la Défense a également déclaré que nous répondrions à toute violation et que nous reprendrions le combat si nécessaire. Tsahal prévoit également que le Hamas profitera du cessez-le-feu pour se déplacer vers de nouveaux sites et les soldats ont reçu pour instruction de n'ouvrir le feu qu'en cas de menace réelle pour nos forces ou avec l'approbation d'un officier supérieur. Il existe également des plans détaillés sur la manière de procéder en cas d'échec des négociations. Dans le même ordre d'idées, Tsahal a retrouvé les restes du sergent-chef Oron Shaul, détenu par le Hamas depuis plusieurs années, après que son corps eût été enlevé dans la bande de Gaza par le Hamas au cours de 2014. Plus tard, dans le reportage, Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous informera de l'impact de l'accord sur les otages au Moyen-Orient et de l'évolution de la dynamique du pouvoir dans notre voisinage. En outre, le ministère israélien des Affaires étrangères est en colère contre les Nations unies, qui rejettent les affirmations concernant l'étendue de l'implication de l'UNRWA dans le terrorisme. Pendant ce temps, à la frontière nord, nous approchons de la fin du cessez-le-feu avec le Hezbollah, qui menace à nouveau Israël. Mais des voix s'élèvent à Beyrouth pour dire qu'ils sont dans le déni et que le peuple libanais ne veut absolument pas que la guerre reprenne. Pendant ce temps, les Houthis au Yémen sont toujours là et dimanche matin, ils nous ont rappelé à l'ordre en lançant un missile balistique qui a poussé des millions de personnes à Tel Aviv et à Jérusalem à se mettre à l'abri, y compris ma famille et moi-même. Le missile a été intercepté et la vie a continué. Mais peu de temps après, un autre missile a été intercepté alors qu'il se dirigeait vers la station balnéaire d'Eilat, sur la mer Rouge. C'est un jour très important dans l'histoire d'Israël et nous avons beaucoup de choses à dire. Entrons donc dans les détails.
Je m'appelle Yair Pinto et voici le reportage de Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël en ce 472e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak. Tous reçoivent leurs ordres du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, qui est à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient. Comme toujours, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est déjà fait, afin de connaître la vérité en temps réel en provenance d'Israël et de ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Après 471 jours de captivité dans les geôles du Hamas à Gaza, Romi Gonen, 24 ans, de Kfar Vradim, Émilie Damari, 28 ans, du kibbutz Gaza et Doron Steinberer, 31 ans, du kibbutz Gaza, ont été libérés de la captivité du Hamas dans la bande de Gaza et sont arrivés sur le territoire israélien. À 17h07, les otages ont été aperçus pour la première fois sortant du véhicule de la Croix-Rouge et marchant sur leurs deux pieds dans le centre de Gaza. Ils sont en bonne condition, a déclaré la Croix-Rouge. Vers 17h38, on a appris que les 3 otages, souriants, avaient été transférés par la Croix-Rouge aux forces spéciales de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. À 17h53, il a été confirmé que les 3 otages étaient entrés en territoire israélien. L'unité du porte-parole de Tsahal et le représentant du Shin Bet ont déclaré à 17h54 que les 3 civils qui revenaient avaient maintenant traversé le territoire israélien, accompagnés par les forces de Tsahal et du Shin Bet. Ils sont actuellement en route vers un point d'accueil principal dans la périphérie de Gaza, en Israël, où ils subiront une première évaluation médicale. Le général de brigade Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré dans un communiqué spécial, après leur retour, qu'Émilie, Doron et Romi sont enfin sur le chemin du retour. Ce sont des moments très émouvants. Outre l'immense excitation, nous sommes de tout cœur avec tous les otages encore détenus dans des conditions inhumaines et nous attendons leur retour. Ce sont des jours difficiles et toute charge supplémentaire pour les familles des otages est très douloureuse. Ne répandez pas de rumeurs. Le bureau du Premier ministre a déclaré, après leur transfert à Tsahal, que le gouvernement d'Israël embrasse les 3 otages qui sont revenus. Leurs familles ont été informées par les partis responsables qu'ils avaient rejoint nos forces. Le gouvernement d'Israël s'est engagé à ramener tous les otages et les personnes disparues. Le gouvernement, ainsi que toutes les forces de sécurité, les soutiendront, ainsi que leurs familles. Béni sois-tu, Seigneur, qui libère les captifs. Plus tôt dans la journée, des images en provenance de Gaza ont montré une foule entourant les véhicules de la Croix-Rouge quelques instants avant leur départ pour le point de collecte. Au point de rassemblement, le Hamas a fourni des informations sur la localisation des otages, après quoi ils ont été récupérés. Al Jazeera a rapporté que les 3 otages ont été remis à la Croix-Rouge sur la place Saraya, dans le centre de la ville de Gaza. Plus tôt dans la journée, l'aile militaire du Hamas a procédé à une démonstration de force dans les rues pour affirmer sa présence auprès de la population gazaouie et envoyer un message agressif à Israël. Simultanément, Tsahal a lancé des tirs d'artillerie lourde et de chars, ainsi que des frappes aériennes massives en réponse au non-respect par le Hamas de l'accord de cessez-le-feu et à son refus de soumettre les noms. Tsahal a déclaré que le Hamas avait violé l'accord de manière flagrante et selon Tsahal, il ne s'agit pas d'un retard technique. Ils ont signé l'accord tôt vendredi matin. Ils ont retenu les noms pendant de nombreuses heures. Il ne s'agit pas d'un retard d'1 ou 2 heures. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveuglette. Il y a un accord et ils doivent le respecter. À partir de maintenant, nous continuons à nous battre avec toute la force nécessaire. C'est ce qu'affirme une source militaire. Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a publié un communiqué indiquant que Tsahal continue d'agir et d'attaquer des cibles terroristes dans la bande de Gaza. Il y a peu, plusieurs cibles terroristes dans le nord et le centre de la bande de Gaza ont été attaquées à l'aide de tirs d'artillerie et d'avions. L'armée israélienne reste prête pour la défense et l'attaque
et ne permettra pas qu'il soit porté atteinte à la sécurité des citoyens d'Israël. Pendant ce temps, des centaines de terroristes vont être libérés des prisons israéliennes. Aujourd'hui, dimanche, Tsahal se prépare à la libération attendue de dizaines de terroristes en Cisjordanie dans le cadre de l'accord sur les otages. L'armée se concentre sur le renforcement des forces le long des routes et dans les communautés de Cisjordanie. Elle s'efforcera également d'empêcher les terroristes de participer à des marches de célébration dans les villes palestiniennes et dans les camps de réfugiés. Les prisonniers seront transportés dans des bus israéliens aux vitres noires depuis la prison d'Ofer jusqu'au centre de Ramallah, à une courte distance en voiture. De là, chacun continuera vers son village ou sa ville. Tsahal a déclaré « Les risques sont nombreux. Nous nous concentrons avant tout sur la défense. Plusieurs autres compagnies ont renforcé leurs forces en Cisjordanie et Tsahal a déclaré que l'objectif était de prévenir les attaques inspirées. » Parmi les renforts figurent l'unité Egoz, l'unité d'Ozevan, le bataillon de reconnaissance Karouf et les forces d'infiltration de la police des frontières. Tsahal a ajouté que la coordination avec les autorités palestiniennes, les mécanismes de sécurité ont été maintenus et que des efforts sont faits pour empêcher les célébrations en Cisjordanie. Ces mécanismes prévoient le déploiement de forces renforcées dans les centres-villes palestiniens afin de maintenir l'ordre public. Ils ont l'intention de permettre des célébrations limitées en autorisant les fêtes dans les maisons ou les villages, mais en empêchant les marches armées dans les rues et le déploiement des drapeaux du Hamas et du djihad islamique. Les associés de Mahmoud Abbas mènent une campagne de sensibilisation en ligne visant à souligner que la libération des prisonniers a eu un coût élevé compte tenu de la destruction de Gaza. La semaine dernière, des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés pour célébrer l'accord sur la place El Manara à Ramallah, mais le personnel de sécurité les a rapidement confrontés et dispersés. Nous continuerons à vous informer. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Entrons maintenant dans les détails de cet accord. Aujourd'hui est un jour d'émotions fortes, mais mitigées en Israël, avec l'attente du retour joyeux de nos otages, mais aussi une colère féroce contre l'organisation terroriste du Hamas pour toutes les souffrances qu'elle nous a infligées et qu'elle continue d'infliger juste parce qu'elle le peut. Ils n'ont aucune vision positive pour construire quelque chose sur cette terre. Ils veulent simplement détruire ce que nous avons construit, et une grande partie du monde semble sympathiser avec cette idée destructrice. Au cours du Shabbat, samedi, le gouvernement israélien a officiellement approuvé l'accord entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu accompagné de la libération des otages qui a été signé dans la nuit de jeudi à vendredi au Qatar. Le cessez-le-feu devait entrer en vigueur dimanche matin à 8h30, 472 jours après le début de la guerre. Mais le début du cessez-le-feu a été retardé parce que le Hamas n'a pas fourni la liste des noms des otages qui devaient être libérés, ce qui faisait partie de l'accord. Les responsables israéliens ont indiqué qu'ils ne se préoccupaient pas du calendrier précis, mais qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre le cessez-le-feu dès que le Hamas serait prêt à faire sa part du travail. Il est important de rappeler qu'il a été convenu que, dans un premier temps, les otages à libérer seraient ceux appartenant à ce qui est décrit comme des catégories humanitaires. Les femmes, les enfants, y compris Kafir et Ariel Bibas, et les femmes soldats qui ont été enlevés à l'avant-poste de Nahal Oz. Les hommes âgés de plus de 50 ans, les malades et les blessés qui ne sont pas non plus des soldats comme Avera Mengistu et Racham El-Sayed, détenus à Gaza depuis plus de 10 ans. La deuxième phase, prévue dans les grandes lignes, est censée se dérouler le 7e jour, bien que l'on ne sache pas encore si ce sera le Shabbat prochain, samedi ou le dimanche suivant. Au cours de la deuxième phase, 4 autres femmes seront libérées à partir du 14e jour de l'esquisse et jusqu'à la fin de la 5e semaine. 3 autres otages seront libérés tous les 7 jours. Au cours de la 6e et dernière semaine, les 14 otages restants seront libérés, y compris El-Sayed et Mengistu. Les familles des otages dont la libération est prévue à chaque étape sont censées être prévenues à l'avance. Selon l'accord, le Hamas est censé fournir une liste des otages qui seront libérés un jour avant chaque phase. Cette liste sera d'abord transmise au Qatar,
puis aux équipes de négociation israéliennes qui transmettront leurs recommandations au Premier ministre israélien. À ce stade, le mécanisme logistique exact de la libération de ces otages n'est pas clair. Mais on peut raisonnablement supposer que, comme dans le premier accord, le Hamas essaiera d'exploiter la libération à des fins de guerre psychologique en commentant la libération des otages et leur transfert à l'intérieur de la bande de Gaza à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge transférera les otages à un poste frontière où le personnel du Shin Bet et les soldats de Tsahal les attendront pour vérifier leur identité, effectuer un premier contrôle médical et les transférer directement en territoire israélien par hélicoptère dans des hôpitaux. Ceci nous amène à l'autre partie de l'accord, la libération des terroristes palestiniens des prisons israéliennes. L'accord prévoit la libération de 1904 terroristes, dont 737 prisonniers et 1167 résidents de la bande de Gaza, qui sont détenus par les services pénitentiaires israéliens ou par Tsahal et qui n'ont pas été impliqués dans le massacre du 7 octobre. Ce chiffre n'est pas définitif et sera probablement inférieur, car certains des otages ne sont pas en vie et les conditions de leur libération seront donc différentes. Quoi qu'il en soit, environ 290 prisonniers condamnés à perpétuité devraient être libérés. Il s'agit de personnes condamnées pour le meurtre d'Israéliens. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tous les développements liés au cessez-le-feu à Gaza et au progrès de la libération des otages. Nous vous demandons de nous aider en partageant nos vidéos sur YouTube, en nous suivant sur les médias sociaux et en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Nous devons maintenant passer aux aspects les plus importants des événements d'aujourd'hui. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, Tsahal est censé se retirer des zones peuplées de la bande de Gaza, mais garderont le contrôle d'une zone tampon d'environ 700 mètres le long de la frontière avec la région environnante, à l'intérieur du territoire gazaoui. Sur l'itinéraire Philadelphie, le déploiement est en effet censé changer lors de la première étape, mais le retrait ne devrait commencer qu'au dernier jour de cette étape, le 42e et le 50e jour, en supposant que les combats n'aient pas repris d'ici là. Tsahal est censé achever leur retrait de la route. À l'heure actuelle, le cessez-le-feu entre en vigueur. Les terroristes du Hamas, y compris les personnalités de haut rang, tels que les commandants de bataillons et de brigades encore présents au sein de l'organisation terroriste, devraient quitter leur cachette et commencer à se déplacer librement dans la bande de Gaza. Entre-temps, l'armée israélienne a renforcé son état de préparation dans tous les secteurs, y compris sur le front intérieur. Dès les premières heures de la matinée, l'armée israélienne s'est déplacée vers les lignes où elle est censée être postée dès que le cessez-le-feu entrera en vigueur. Ces manœuvres interviennent après plusieurs semaines de combats acharnés, notamment une opération menée à Beit Hanoun par la brigade Nahal pour achever les bataillons du Hamas qui s'y trouvaient. Au cours des opérations à Beit Hanoun, la brigade a frappé l'infrastructure du bataillon du Hamas qui y opérait, y compris dans le quartier d'Afrasous. Il s'agit d'une zone composée de grands immeubles qui surplombaient et menaçaient les communautés de la périphérie nord de Gaza et de Sderot, des communautés israéliennes. Mais les progrès réalisés par la brigade Nahal et la 400e brigade blindée dans le cadre de cette opération ont eu un prix élevé. 16 soldats ont été tués au combat et beaucoup d'autres ont été blessés. Tsahal a également noté qu'au cours des dernières 24 heures, Tsahal a opéré avec une grande force à l'intérieur de la bande de Gaza pour permettre aux troupes d'effectuer le déplacement en toute sécurité. Pendant ce temps, les médias palestiniens font état d'une ceinture de feu et de frappes puissantes dans plusieurs endroits du nord de la bande de Gaza. Tsahal a expliqué qu'il s'agissait d'un renforcement de la défense et a déclaré « Nous avons divisé la bande de Gaza en 3 lignes de défense. L'effort dans ces nouvelles lignes comprend l'attaque de l'infrastructure terroriste du Hamas. La défense est organisée en concentrant les forces pour renforcer de manière optimale la protection de la zone environnante. Il s'agit notamment de préparer l'armée de l'air à répondre aux tirs de roquettes s'ils reprennent. Dans le cadre des nouvelles restrictions, les déplacements du sud au nord de la bande de Gaza sur la route de Netzarim resteront interdits en raison de la poursuite des activités opérationnelles dans cette zone.
Tsahal a précisé qu'elle publierait une annonce officielle lorsque le passage serait possible en toute sécurité. Des avertissements spéciaux sont également émis concernant la zone du passage de Rafah et le corridor Philadelphie dans le sud de la bande de Gaza, où il est interdit de s'approcher des zones de rassemblement de Tsahal. En outre, une interdiction a été imposée sur les activités maritimes le long de la côte de Gaza, y compris la pêche. Les habitants de Gaza qui retourneront dans la partie nord de la bande de Gaza dans les jours et les semaines à venir constateront qu'ils retournent à la destruction. Des dizaines de milliers de bâtiments ont été détruits et d'autres sont toujours privés d'électricité, d'eau, d'égouts ou de routes. Aucune entité à Gaza n'a la capacité de reconstruire la bande de Gaza par ses propres moyens, ce qui crée une nouvelle série de problèmes. Moins le Hamas a à perdre, plus il causera de problèmes. Les forces de défense israéliennes devront donc tenir compte de cet aspect au fil du temps. Pour l'instant, il est probable que la reconstruction ne commencera pas avant un certain temps. Tsahal met également en place de nouvelles règles d'engagement dans la bande de Gaza, fondées sur un principe simple, ne pas s'approcher de nos forces. Samedi soir, Avirai Aderi, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, a publié de nouvelles instructions à l'intention des habitants de la bande de Gaza, quelques heures seulement avant le début du cessez-le-feu. Ces instructions, qui ont été publiées dans une annonce urgente, sont destinées à éviter les frictions et les malentendus avec les forces de Tsahal qui resteront sur le terrain. Selon l'annonce, les forces de Tsahal continueront à être déployées dans des zones définies de la bande de Gaza, même pendant le cessez-le-feu. Aderi a souligné dans ce message aux habitants de Gaza que s'approcher des forces de Tsahal mettrait leur vie en danger. Outre les difficultés, il y a aussi des opportunités dans cette situation. Lorsque les combattants du Hamas commenceront à se déplacer à découvert, Tsahal sera en mesure d'observer ces mouvements, ce qui leur montrera où et quoi frapper si et quand les combats reprennent. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à suivre ces développements et à vous apporter les dernières mises à jour sur les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Je voudrais prendre un moment pour remercier à nouveau les braves soldats et les forces de sécurité qui continuent à se battre pour assurer la sécurité d'Israël et qui travaillent sans relâche pour ramener nos otages à la maison. Dans un instant, Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous donnera un aperçu de l'impact de tout cela sur les autres puissances régionales de notre voisinage. Mais tout d'abord, nous apprenons une nouvelle de dernière minute au moment où nous rédigeons ce rapport. Tsahal a annoncé dimanche matin que le corps du soldat enlevé, le sergent-chef Oron Shaul, tombé lors d'une bataille pendant l'opération Bordure protectrice de l'année et dont le corps avait été enlevé par le Hamas, a été retrouvé. L'opération visant à récupérer la dépouille de Shaul a été menée ces derniers jours dans le cadre d'une opération conjointe entre le Shin Bet et Tsahal. Les efforts pour le ramener, y compris la collecte d'informations et de renseignements par le quartier général des prisonniers et des personnes disparues et la division des opérations spéciales de la direction des renseignements, se sont poursuivis au cours de la dernière décennie et plus intensément pendant cette guerre. Ils ont réussi à le ramener pour qu'il soit enterré en Israël. Nous allons maintenant passer à Mati Shoshani pour avoir une vue d'ensemble de la manière dont ce moment crucial et le cessez-le-feu imminent affectent l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Mati, à vous la parole. Nous nous demandons probablement quelle est la prochaine étape pour le Moyen-Orient. Alors qu'Israël se prépare à un cessez-le-feu crucial, la région est surveillée de près. La bande de Gaza est désormais divisée en 3 lignes de défense. Les forces de défense israéliennes renforcent leur position et prennent pour cible les infrastructures du Hamas. Pendant ce temps, le Hamas a émis des avertissements, mais l'armée de l'air israélienne reste en état d'alerte. La tension monte. Israël a été clair. Toute violation du cessez-le-feu entraînera des représailles immédiates. La question demeure, bien sûr, de savoir comment le Hamas réagira. Et le cessez-le-feu peut-il tenir dans le chaos qui règne dans notre région ? Si ce cessez-le-feu est réellement couronné de succès, il changera la donne dans la région. Il modifiera les relations entre l'armée et le peuple israélien et la population de la bande de Gaza. Il permettra de changer la situation qui est dans l'impasse depuis près d'1 an en ce qui concerne les otages et permettra un changement complet dans le pouvoir régional. Il s'agit ni plus ni moins d'un moment et d'un jour historique dans les relations entre Israël et ses voisins. Plus encore, la probable libération de tous les otages est un moment crucial
que la population israélienne attend depuis 15 mois. De nombreux pays participent à la médiation. Les Américains, les Qataris, les Égyptiens, Israël, bien sûr, et plusieurs autres en coulisses. Il s'agit d'un accord majeur pour notre région. Il est inutile de préciser que le peuple israélien attendait ce moment. Il l'attendait depuis des mois et des mois. Le public israélien a appelé et fait pression pour que cet accord se concrétise. Et aujourd'hui, sans aucun doute, ce jour est enfin arrivé. Plus encore, cet accord et ce cessez-le-feu permettent enfin d'apporter une aide humanitaire à la population de Gaza. Des millions de personnes, littéralement, attendent la fin de ce conflit, à la fois dans la bande de Gaza et bien sûr dans toute la région. Cet accord de cessez-le-feu change complètement la situation. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le Qatar est toujours un acteur délicat. Il a toujours un autre agenda que l'agenda officiel qui est sur la table. Il a soutenu le Hamas par le passé et il est probable qu'il fasse valoir un autre agenda dans ce cas-ci. De plus, les Iraniens sont également impliqués dans tout cela. Ils sont les maîtres d'œuvre et les bailleurs de fonds du Hamas, du Hezbollah et de plusieurs autres mandataires dans la région. Inutile de dire qu'ils auront certainement quelque chose à dire pour tenter d'influencer les choses en coulisses, même si le cessez-le-feu progresse. Les rapports suggèrent que Téhéran pourrait s'appuyer sur ses mandataires en Syrie et à Gaza pour perturber cette paix fragile. En outre, le Hezbollah au Liban a célébré les actions du Hamas, laissant entrevoir une future coordination. Par ailleurs, la position ambiguë de la Russie ajoute une nouvelle couche d'incertitude. Le fait que Moscou se concentre sur la Syrie rend-il l'Iran plus vulnérable aux opérations israéliennes ou cela pourrait-il créer des opportunités pour de nouvelles alliances? Nous vivons un moment unique. Toutes les puissances de la région ont changé. Et pour Israël, il s'agit d'une chaîne d'événements positifs. Le Hamas a été affaibli, le Hezbollah, les Houthis, dans une large mesure, et tous les mandataires de l'Iran semblent en fuite. Pour Israël, c'est une bonne nouvelle. Nous avons gagné en puissance, nous avons gagné en influence, et c'est le meilleur endroit où se trouver pour entamer des négociations. Bien qu'il soit difficile de trouver quelqu'un qui s'oppose à un accord de libération d'otages, c'est un moment très problématique à plusieurs niveaux pour l'État d'Israël. Permettez-moi de revenir sur ce point. L'organisation du Hamas présente tout ce qui vient de se passer comme une immense victoire pour elle. Si vous suivez leurs médias sociaux, leurs informations, leurs communiqués de presse et ce que disent les agents du Hamas en dehors de la bande de Gaza, ils présentent tout cela comme une grande victoire pour eux. Ils présentent tout cela comme une victoire sur le peuple d'Israël. Et il y a du vrai là-dedans. Israël libère un grand nombre de terroristes très dangereux parce que pour Israël, nous sanctifions la valeur de la vie, même de quelques dizaines de personnes seulement, par rapport aux terroristes que nous avons entre les mains. Il n'en reste pas moins que le temps nous dira si c'était la bonne chose à faire. C'est un moment très délicat pour le peuple d'Israël, comme je l'ai dit. Il ne fait aucun doute que nous voulons récupérer nos otages. Mais nous voulons nous assurer que, dans le même temps, nous ne perdons pas le pouvoir contre le Hamas et que nous l'empêchons de retrouver le type de pouvoir, de contrôle et de violence qui a permis les événements du 7 octobre. Maintenant, Yair, retour à toi. Merci Mati. Avant de poursuivre notre reportage, j'aimerais vous inviter à faire partie de l'équipe de TBN francophone, car nous travaillons dur pour apporter la vérité sur Israël au reste du monde. Nous apprécions chaque téléspectateur qui regarde ces vidéos et nous voulons que vous sachiez comment prier pour la situation. Et si vous voulez faire plus, vous pouvez faire un don sur notre site web tbnfr.org. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Faire un don » ici sur YouTube. Chaque euro sera investi dans cette vision de diffusion de la vérité dont notre monde a tant besoin aujourd'hui. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'arène du Nord. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, s'est exprimé dimanche matin et a fait référence au cessez-le-feu dans le Nord, déclarant que nous étions patients en ce qui concerne les violations de l'accord de cessez-le-feu afin de donner à l'État libanais l'occasion d'y remédier car il est responsable de l'accord. Et avec lui les sponsors de la communauté internationale. Toutefois, a-t-il poursuivi, je vous conseille de ne pas mettre notre patience à l'épreuve. J'appelle l'État libanais à faire face aux violations dont le nombre atteint des centaines. Cela ne peut plus durer. Il a noté dans ce contexte que l'accord n'est valable que pour la zone située au sud du fleuve Litani en ce qui concerne le désarmement.
il convient de noter que dans une semaine, le cessez-le-feu temporaire de 60 jours entre Israël et le Hezbollah expirera, à l'issue duquel Israël est censé retirer toutes ses forces terrestres du sud Liban. Cependant, pendant le cessez-le-feu, beaucoup de choses ont changé et, ces dernières semaines, le Hezbollah a subi 2 défaites politiques spectaculaires. Après plus de 2 ans de paralysie politique qu'il a imposée au Liban, le Hezbollah a été contraint d'accepter l'élection à la présidence du commandant de l'armée Joseph Aoun. Aoun était le candidat promu par les États-Unis et l'Arabie saoudite et il jouit d'une grande popularité au sein de la société libanaise, alors que celle du Hezbollah s'est effondrée. Cependant, les problèmes du Hezbollah n'ont fait que commencer avec la nomination d'Aoun, car il a ensuite désigné un candidat au poste de Premier ministre, le juge Nawaf Salam, qui s'oppose fermement au Hezbollah et à ses maîtres iraniens. Les anciens alliés du Hezbollah au sein des communautés juives et chrétiennes du Liban ont soutenu cette nomination, leur portant un nouveau coup. Par la suite, Salam a reçu le soutien de la majorité de l'Assemblée nationale libanaise et un mandat d'Aoun, le président du Liban. Les opposants internes du Hezbollah au Liban sentent le sang couler à flot et ne tarissent pas d'éloges. L'ancien Premier ministre libanais Fouad Siniora a récemment déclaré dans une interview accordée à des médias saoudiens que le principe de l'armée, du peuple et de la résistance, qui a longtemps régi la politique libanaise, est arrivé à son terme. Il est nécessaire d'agir fermement contre le Hezbollah afin de revenir à l'État. De son côté, le Hezbollah semble ne pas comprendre ce qui se passe et selon Siniora, il est toujours dans un état de déni permanent concernant l'évolution de la situation au Liban. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements concernant l'organisation terroriste du Hezbollah au Liban. Enfin, samedi matin, les Houthis du Yémen ont décidé de rappeler à tout le monde qu'ils sont toujours dans le coup en lançant une attaque de missiles balistiques contre Israël. Le premier missile a visé le centre d'Israël et a poussé des millions de personnes à se réfugier dans des abris pendant que l'armée de l'air l'interceptait. Peu de temps après, un autre missile balistique a été tiré sur Eilat, qui a également été intercepté. Des fragments de ces missiles interceptés sont tombés en 2 endroits du pays, mais aucun blessé n'a été signalé. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à être présents jour après jour pour vous apporter tous les derniers développements en cours. Nous vous demandons de rester avec nous et surtout de prier pour que l'organisation terroriste du Hamas ne touche pas à un seul cheveu de nos précieux otages et qu'ils soient tous bientôt rendus à leurs proches en Israël et en bonne santé. Priez pour la sécurité de nos héroïques soldats de Tsahal qui se battent dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie et en Judée et Samarie. Et priez fortement pour la paix du peuple d'Israël et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix de Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre, car Dieu est de notre côté.